Allez. Voilà, alors c'est une excellente chose qu'après, juste après Yom Kippour, où on a eu bien chaud, on a prié dehors et on a eu bien chaud, alors on peut parler d'eau. Qu'en est nouveau? D'accord, bien. Euh, j'ai traduit le titre et j'ai écrit les libations d'eau à Sukkot, parce que c'est comme ça qu'en français on appelle cela. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui n'utiliseront pas le mot libation parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et qui vont parler d'offrande, d'eau, mais enfin bon, de toute façon je préfère Nisuch HaMayim, parce que Nisuch HaMayim, ça indique bien qu'on va verser l'eau. Ce n'est pas l'imzog, oui, mais c'est Nisuch. On va verser de l'eau, et il s'agit d'une mitzvah que malheureusement nous n'avons pas encore eu l'occasion de notre temps nous n'avons pas eu l'occasion de l'accomplir, mais nous allons pouvoir en parler un petit peu. Et vous allez voir qu'on aura peut-être quelques petites surprises. Il est possible que certaines des choses que je vais raconter ont fait l'objet déjà d'une de nos causeries précédentes. D'une part, j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui l'aura entendu. D'autre part, l'odomé michechoser al pirkomea ve'echad pe'amim le michechoser rak mea pe'amim. Celui qui revient sur son étude 101 fois ne ressemble pas à celui qui n'est revenu sur son étude que 100 fois. L'image que vous avez là est un tableau qui a été dessiné par une artiste israélienne, Daphna Levanon, et qui représente exactement ce dont on parlait souvent avec Simchat Bet HaShoeva. Cette année, ça va être un petit peu limité, mais souvent à Sukkot, tous les soirs de Sukkot, dans des synagogues, dans des yeshivot, il y a de grandes festivités que l'on appelle Simchat Bet HaShoeva. J'ai presque envie de dire, j'espère que cette année, il n'y en aura pratiquement pas, mais je ne me fais aucune illusion. Il y a des gens qui sont suffisamment désobéissants pour ça et dangereux. Toujours est-il que vous avez sur cette image, en fait, quelque chose qui est assez fidèle. Tout en haut, vous voyez le Beth Amikdash. Est-ce que vous voyez mon petit curseur? Oui, ça va. Donc, je n'ai pas besoin de dessiner dessus. On a le Beth Amikdash, la ville telle qu'elle existait à l'époque où le premier Beth Amikdash existait, même à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'est ce que l'on appelle aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui Kfar Shiloach. Et maintenant, c'est très, très bâti. Et tout en bas, quand vous descendez en face de Sha'ar HaAshpot, quand vous descendez, vous avez tout de suite sur le côté gauche ce qu'on appelle Ir David, avec tous les sites archéologiques que l'on peut visiter, et je le recommande fortement. Et vous continuez à descendre, et tout en bas, il y a une place, et sur le côté droit, il y a ce que l'on appelle Nikbat HaShiloach. C'est là-bas qu'il y a la piscine du Shiloach, et aussi, Nikbat HaShiloach, c'est une espèce de tunnel d'adduction d'eau qui n'est pas complètement inondé, mais qui a servi à amener l'eau à l'intérieur de la ville. On verra une carte tout à l'heure. À un certain moment, on verra ça dans les Mishnayot, à un certain moment, pendant Sukkot, un grand groupe mené par les Kohanim, mais aussi des Israélites les accompagnent, descendent depuis le Beth Amikdash jusqu'à la piscine du Shiloach afin de prélever, de puiser de l'eau dans la piscine du Shiloach. Vous voyez ici l'ustensile en or avec lequel le Kohen puise de l'eau. Tout au long de la cérémonie, et c'est très long, ça prend des heures parce qu'il y a beaucoup de chants, beaucoup de solennité, des Kohanim accompagnent et sonnent avec les trompettes. Il y a aussi des sons de chauffard dans cette occasion-là. Et une fois que l'eau a été puisée, alors on remonte vers le Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, cette eau est versée dans certaines circonstances, mais c'est tous les jours de Sukkot, sur l'autel, sur le Mizbeach. Vous savez qu'il y a deux autels. Il y a Mizbeach, il y a le Mizbeach Haola, celui sur lequel on apporte les holocaustes, ou qu'on appelle aussi le Mizbeach Achitzon, le Mizbeach extérieur, l'autel extérieur, mais il y a le Mizbeach Pnimi, l'autel intérieur, qui est aussi Mizbeach HaKetoret ou Mizbeach HaZahav. C'est un petit autel beaucoup plus petit qui se trouve à l'intérieur. Or, là, cette eau va être versée à un certain endroit et d'une certaine façon sur le Mizbeach qui est à l'extérieur. Un endroit où, en fait, tous les jours de l'année, on fait un Isur Yain, on verse du vin, ce qui accompagne le Korban Tamid Shel Shachar, le sacrifice perpétuel du matin et le sacrifice perpétuel de l'après-midi. Alors, je n'ai pas pu mettre cette image-là pour chacun des écrans, mais s'il le faut, on pourra toujours y revenir.
et elle décrit assez bien ce dont j'ai l'intention de vous parler. La Torah ne nous enseigne pas de façon extrêmement directe la mitzvah de Nisur Hamayim, mais c'est quelque chose que l'on voit apparaître par allusion. Il y a quelqu'un qui a fait un petit trait jaune au milieu de l'écran. Je ne suis pas convaincu que moi je peux enlever ce petit trait jaune, donc la personne qui l'a mis, si elle veut bien. נאמר בשני ונזכיהם, בשישי ונסחיה, בשביעי כמשפטם, הרי מם יוד מם מים, מכאן רמז לניסוך מים מן התורה. Rabbi Yehuda ben Betera nous enseigne que dans la Torah, il y a un certain endroit, justement là où dans Parashat Pinchas, la Torah nous enseigne les sacrifices particuliers que l'on apporte pour Moussaf les jours de Sukkot, il y a des lettres en trop. Or, on sait que chaque fois qu'il y a des lettres en moins ou des lettres en trop, ce sont des choses qui doivent être expliquées, ça a une raison d'être. Et là, ce que nous dit Rabbi Yehuda ben Betera, c'est que dans la paracha du deuxième jour, ou Vayom Hasheni, le deuxième jour, on doit apporter Parim Bene Bakar Shnemasar, on apporte 12 taureaux et 2 béliers, et ainsi de suite, encore un certain nombre de moutons, etc., comme sacrifice, et que tous ces sacrifices-là doivent sont en supplément de Olat Atamid, le sacrifice, l'holocauste perpétuel du matin ou du soir, et des niskehem et des libations qui l'accompagnent, qui sont en général des libations, donc on a dit de vin. Avec le sacrifice perpétuel du matin, on apporte une certaine quantité de vin et une certaine quantité de solette. On va appeler ça de la semoule, mais ce n'est pas vraiment de la semoule, c'est une farine d'excellente qualité. Et simplement là, il y a marqué Veniskehem, et ici, donc ce qui est entre autres, dans Veniskehem, il y a un supplément, au lieu de Veniska, il y a un même. Dans le sixième jour, Minchata Unesacheha, et là c'est ce Yud là qui est considéré comme étant supplémentaire, et le dernier jour, c'est Kemishpatam, c'est ce même là qui est considéré comme supplémentaire, et on a donc même Yud, même, et c'est ainsi que Rabbi Yehuda ben Betera trouve une allusion dans les versets mêmes à la mitzvah d'apporter ce Nisur Hamayim. En réalité, il y a dans la Gemara 2 sources, c'est bien vu d'avoir des sources pour de l'eau, c'est celle que je viens de citer dans ma Masechet Shabbat, mais ça apparaît aussi dans le Yerushalmi. Simplement dans le Yerushalmi, c'est un enseignement qui nous est véhiculé au nom de quelqu'un d'autre, pas de Rabbi Yehuda ben Betera, mais de Rabbi Akiva, et qui dit exactement la même chose, même Yud, même Maïm, c'est de là qu'on a cette allusion. Et la Mishnah, dans Masechet Sukkah, va nous donner une superbe description de la façon dont on effectue ce Nisur Hamayim. Et la Mishnah donc nous dit Nisur Hamayim Ketzad, Slochit Shel Zahav Machazeket Shloshet Lugim, Haya Memale Mina Shiloach. On prenait un flacon en or, celui que vous avez vu dans l'image, et qui contient Shloshet Lugim, c'est une certaine quantité de liquide, et c'est une assez grande quantité, et on remplissait ce flacon. Enfin, le flacon, ça évoque pour nous quelque chose de petit, alors que vous avez vu, il s'agit vraiment de quelque chose de grand, c'est plusieurs litres, et on le remplissait depuis le Shiloach. Et en fait, c'est le fait qu'on nous dise et qu'on commence par nous dire d'où on va chercher l'eau, c'est ça qui indique la source de Simchat Bet HaShoeva. Et c'est très curieux parce que la mitzvah est une mitzvah de Nisur Hamayim. La mitzvah est d'apporter cette eau sur le Mizbeach. Or, d'habitude, on met le point, on insiste sur la mitzvah elle-même, mais certainement pas sur les préparatifs de la mitzvah. Aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup de gens qui préparent les tefilines pour leur fils qui va être bar mitzvah l'emmènent voir comment on fait des tefilines. Ils voient comment on fait les boîtiers, ils voient comment on écrit les parachiotes, et ils emmènent leur fils chez le sofer pour assister à l'introduction des parachiotes à l'intérieur des tefilines et comment on coud le boîtier autour des parachiotes. L'enfant a assisté à quelque chose qui est la préparation de la mitzvah qu'il va faire quelques jours plus tard en mettant lui-même les tefilines. Mais l'insistance est sur les tefilines, pas sur la préparation. De la même façon que l'insistance est sur l'allumage des bougies de Shabbat, mais pas spécialement
sur comment on a fait, et quel chandelier on a pris, et quel genre d'huile on a pris, ou quel genre de bougie on a pris. Et là, ce qui a pris le rôle central, c'est justement le moment où on va puiser l'eau, et on appelle ça Simchat Bet HaShoeva, c'est les réjouissances du puisage de l'eau. Ça se faisait, donc j'ai dit, à Nikbat HaShiloach, ça c'est une image relativement ancienne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus enfermé, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, mais il y avait là un énorme espace vide entre les maisons. Ces maisons-là existent encore. Ici, c'est de l'eau. C'est ce que vous voyez là. Et en fait, ici, c'est l'entrée du fameux tunnel, des fameux tunnels sur le côté où on peut entrer. Ce sont des tunnels qui ont été faits à l'époque de Hiskiyahu Améler, du roi Ézéchias. Et ils ont été entièrement creusés à la main, à la pioche. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, ça vaut la peine. Simplement, on marche dans l'eau. Et on marche dans l'eau un trajet assez long et qui commence à Nikbat à Shiloach et qui rentre dans la vieille ville, pas très loin des murs d'enceinte du Harabait. Et il y a un endroit où on voit que le tunnel a été creusé des deux côtés, parce qu'on voit que les coups de pioche, qui donnent donc des arcs de cercle dans un sens, rencontrent maintenant des arcs de cercle qui vont dans l'autre sens. Ce qui est impressionnant, c'est que les deux équipes qui creusaient se soient rencontrées, mais ce qui est arrivé tout simplement, et on le voit, c'est qu'elles ont failli se rater, et à un moment, il y a un coude, il y a une espèce de, pas un coude, mais une espèce de S qui est parfaitement visible. Il y a des endroits où c'est très large, il y a des endroits où c'est très étroit. Enfin, bon, Baruch Hashem, j'y suis déjà allé il y a longtemps, mais ça vaut la peine vraiment d'être visité. Donc c'est là-bas, et c'est là-bas en bas qu'on venait, et c'est là qu'on venait prendre l'eau pour monter au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est quelque part là-haut sur la colline. La rue que vous connaissez est une rue qui descend comme ça pratiquement tout droit. Et on va donc essayer de comprendre de quoi il est question. Et là, dans un article qu'a écrit le Rav Yehuda Zoldan, qui était on peut le rappeler, non seulement il a été un des rabbinim au Machon Lev, il a maintenant un poste assez élevé au Misrad Achinouk pour Torah Shebeh Alpeh. Il fait partie des expulsés du Gush Katif aussi. Le Rav Zoldan a écrit dans le site du portal Adaf Hayomi, il a écrit un article justement sur Simchat Bet HaShoeva, un article relativement court. Je crois que là, je vous ai amené pratiquement tout l'article. Et il cite ce qui est marqué dans Maseret Souka pour dire que les flûtes de Bet HaShoeva ne sont pas une mitzvah qui va repousser Shabbat. C'est-à-dire qu'on jouait de la flûte, on jouait de beaucoup d'instruments, il y avait beaucoup de musique, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire Shabbat ou Yom Tov. C'était donc uniquement pendant les jours de Chol HaMoed. Et Hasimcha Agdola Bechag HaSukkot Bebet HaShoeva, il y avait d'énormes réjouissances à Sukkot dans le Bet Amikdash. Ça nous est décrit par la suite, mais ce n'est pas ces réjouissances-là qui sont mon sujet. Et ces réjouissances-là, c'est ça ce qui a été appelé Simchat Bet HaShoeva, les réjouissances de l'endroit où on va puiser l'eau. Cette réjouissance-là était provoquée par le fait que l'on voulait accomplir la mitzvah de Nisuch HaMayim, de ces libations d'eau, et c'est lié au verset du prophète Yeshayahu, Isaïe, Ush'aftem ma'im besason mi'ma'ine ha'yeshua, et vous puiserez de l'eau avec énormément de joie, énormément d'allégresse depuis les sources de la Yeshua, de la délivrance. Et certains des Émoraïm appelaient ça Simcha Chashuva, une réjouissance extrêmement importante, en appelant ça Mitzvah Chashuva'i ou Ba'a Misheshet Yemei Bereshit. C'est une mitzvah extrêmement importante et l'origine se retrouve dans les 6 jours de la création. On va parler un petit peu de ça tout à l'heure, mais je voudrais sauter un peu en avant et de nouveau vers les lignes rouges. Aussi quelque chose qui est écrit dans Masechet Souka, mais un petit peu plus loin, non, un petit peu plus tôt d'ailleurs, pardon. Amar Rabbi Yoshua, excusez-moi, c'est dans le Yerushalmi, ce n'est pas dans le Bavli. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lama Nikrashma Bet HaShoeva. Rabbi Yoshua ben Levi demande pourquoi le nom est-il Bet HaShoeva, l'endroit où l'on puise l'eau, chez Misham Shoavim Ruach HaKodesh, parce que c'est de là-bas que l'on puise l'Esprit Saint. Bon, je crois que j'ai fini avec le mot Esprit Saint. On continuera de parler de Ruach HaKodesh.
Al-Shem ush'avtem ma'im besason mima'ine ha-Yeshua, et vous puiserez l'eau avec allégresse depuis les sources de la délivrance, de la réussite. Amar Rabbi Yona, un petit peu plus loin, Rabbi Yona nous dit Yona ben Amitai. Vous connaissez Yona ben Amitai, oui? On a fait un petit voyage avec lui en bateau hier. Et puis on s'est retrouvé dans le ventre d'un énorme poisson, d'une poissonne, si je peux me permettre le néologisme. Aujourd'hui, le français met en féminin tous les mots, on peut se le permettre. Yona ben Amitai, mais Ole Ragalim Haya, il faisait partie de ces gens qui montaient en pèlerinage, qui montaient pour les 3 fêtes à Yerushalayim, Venichnas le Simchat Bet HaShoeva, et il est allé à cette Simchat Bet HaShoeva, il a assisté à ces réjouissances-là, Vesharat Alav Ruach HaKodesh, et c'est à ce moment-là que Ruach HaKodesh lui est venu et qu'il a pu devenir le prophète à qui Akadosh Baruch Hu a demandé d'aller à Ninvé. La suite de l'histoire, vous l'avez lu hier après-midi. Il s'agit donc bien de puiser quelque chose qui va amener Ruach HaKodesh. Vous savez que Ruach HaKodesh, le Rambam le décrit comme étant la dernière étape avant l'évolution de la prophétie. Il décrit 12 degrés de prophétie, et le 13e, celui qui est immédiatement en dessous, c'est Ruach HaKodesh. C'est donc la dernière étape que l'homme ou la femme doit franchir pour s'élever vers la prophétie. Et c'est en fait de là que Yona ben Amitai a pu puiser les forces qui lui ont permis par la suite de devenir un prophète. Passons un petit peu plus loin. Nisur Hamaim Ketzad, donc on revient à cette Mishnah. Comment fait-on? On prend ce grand flacon, ce grand récipient en or que l'on remplit depuis le Shiloach, et on remonte vers le Beth Amikdash et on arrive à une des portes, à un des portails du Beth Amikdash qui s'appelle Sha'ar Hamaim, le portail de l'eau. Tak'u veheri'u vetak'u. Alors, il y avait des sonneries à la fois des sonneries de trompette, de chauffard, tkiya, trouat, tkiya. En fait, on en a parlé il y a 2 semaines, donc vous savez très bien. Et puis, vous l'avez passé, vous l'avez entendu. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une tkiya, est-ce que c'est une trouat et une tkiya. Ala bakevesh ou pana lismolo. Donc, le Kohen qui porte ce récipient d'eau monte sur le kevesh. Kevesh, ça aussi, on l'a vu. Le grand autel, l'autel extérieur, il avait 5 mètres de haut, et pour y monter, il y avait une rampe en plan incliné, et c'est ça qu'on appelle kevesh. Il monte, et ce plan incliné le fait monter depuis le sud vers le nord. Oui, il est orienté la face au nord, et il arrive donc sur l'autel du côté sud, pardon. Je reviens. Le kevesh est au sud du Beth Amikdash, donc le Kohen, quand il monte, se retrouve sur le côté sud, il monte le kevesh et il est face au nord. Et quand il arrive là-haut, la Mishnah nous dit qu'il se tourne vers la gauche. Et Shne Sefalim Shel Kesef Ayusham, et il y avait là-bas, Sefel aujourd'hui c'est une tasse, c'était pas des tasses mais des espèces de grandes coupes, mais des coupes qui étaient percées au milieu. Les deux avaient la même taille, mais le percement, le tuyau qui passait vers le bas n'était pas de la même taille. Il y en a un qui était plus large que l'autre. Le plus large était destiné aux libations de vin et le plus étroit était destiné à ces libations d'eau, à ce nisur maïm, tout simplement parce que le vin étant beaucoup plus sirupeux, il a plus de mal à s'écouler, donc le tuyau était plus grand. Et il sera plus grand, Bezrat Hashem, d'ici quelques jours, quand on aura construit. Et c'est ce que nous dit la Mishnah, elle nous les décrit, Ma'aravi Shelmaim, le tuyau, la coupelle avec son tuyau qui est la plus à l'ouest, c'est pour l'eau, et la plus à l'est, c'est pour le vin. Et si jamais il a versé l'eau dans celui qui est destiné au vin ou le vin dans celui qui est destiné à l'eau, malgré tout, il a accompli la mitzvah, mais ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec ce genre de choses-là, et pourtant. Ce qui est important, ce sont les lignes qui sont écrites en caractère grave. Et la menacer, omrim lo, hagbea yadecha. Et au Kohen qui va lui verser, on lui demande d'élever ses mains
de façon à ce qu'on voit bien ce qu'il est en train de faire et qu'il est bien en train de verser l'eau dans une de ces coupelles-là. Pourquoi? C'est parce qu'une fois, un Kohen a versé l'eau sur ses pieds. En fait, peut-être pas forcément sur ses pieds, mais à ses pieds, sur le sol. Urgamu kolaam be'etrogem, et le peuple entier l'a lapidé avec ses etrogim. Il y avait une machloquette entre les tzdukim et les perushim expliquant que la mitzvah est donnée dans la Torah avec ce que je vous ai expliqué, même yud même, et les tzdukim disant tout ça c'est du pipeau, il n'y en a pas du tout. Et donc une fois où le Kohen qui avait été nommé pour faire ça se trouvait être un tzduki, il a organisé une manifestation devant Balfour du Beth Amikdash en renversant tout ce qu'il était capable de renverser. Et les braves juifs qui étaient un petit peu partout n'ont pas apprécié. Et ceux qui étaient donc dans le Beth Amikdash ont lapidé ce Kohen avec leurs etrogim. Il y a des fois où les choses sont un petit peu agitées. Et il faut savoir que, regardez à la Tosefta, ce qui est ici, c'est là qu'on a une autre référence pour ça, c'est que Varaya Maaseh Bebaïtoussi, ce n'était pas un tzduki, c'était un baïtoussi, mais enfin c'était à peu près la même chose. C'est pratiquement blanc, bonnet, bonnet blanc. Chez Nisser al-Raglav, qui a versé l'eau à ses pieds, Urgaum Kolambe et Tregem, et tout le peuple les a la lapidé avec les etrogim. Venif Gemu Karno Shel Misbeach, et le coin du Misbeach, le coin de l'autel, a été abîmé par ces chocs des etrogim. Alors, sachant que le coin du misbéach, c'est un misbéach qui est fait en pierre et recouvert de cuivre, vous pouvez imaginer la violence des chocs des etrogim. Il devait quand même être assez vert, j'imagine, pour avoir réussi à faire un dégât sur le misbéach. Toujours est-il que les machlokot qui existaient entre les Juifs pouvaient déjà à l'époque être assez, je n'ai quand même pas envie de dire violente, et pourtant ça l'était quand même. Voilà, donc Rashi nous dit il y avait une très très grande machloket au sujet de ce Nisur Hamayim. C'est intéressant. On a là une mitzvah avec seulement quelques allusions, des allusions extrêmement légères dans la Torah, et ça suffit pour faire une machloket terrible. C'est vrai que pour ce qui concerne Shabbat, on a le même genre de situation. Les Baïtoussim, les Tzdukim, ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce que nous faisions. Et si vous savez comment les Karaïm aujourd'hui font Shabbat, eh bien, Al Yetzeish Mimekom Obeyom Shabbat, ils ne sortent pas de chez eux. Ils n'allument pas de feu du tout, pas même avec une minuterie ou des choses comme cela. Et bon, il y avait eu comme ça déjà à l'époque des Baïtoussim et des Tzdukim, il y avait ce genre de marlokot-là. Et si on fait bien attention, l'ensemble des Ilchot Shabbat, ça sort de combien? 2 versets dans toute la Torah. Et c'est ça qui nous a donné toute la Masechet Shabbat et Masechet Eruvin et encore beaucoup plus que tout ça. Et pourtant, bon, là, on a quelque chose. N'empêche que, effectivement, quand il s'agit de quelque chose qui se passe au Beth Amikdash, donc c'est certainement pas quelque chose de trivial, et il y a des raisons profondes. Aussi bien dans le Yerushalmi que dans le Bavli, on nous dit qu'il y a cette allusion de Mem, Yud, Mem, et qu'après, d'autres Talmidei Chachamim viennent nous dire Shemisham Shoavim Ruach HaKodesh, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans. Il y a des choses très importantes dans tout un tas d'autres domaines, y compris pour les sacrifices et les fameuses discussions, j'allais dire modernes, mais elles avaient déjà commencé à l'époque du Rambam, de savoir si un jour les sacrifices reviendront ou pas. C'est beaucoup plus facile de les traiter que de traiter la profondeur de cette affaire-là de Nisur Hamayim. Alors pour ça, je vais être obligé maintenant d'aller me promener. Vous allez voir qu'on va aller se promener très loin. Vous savez très bien que notre planète est surnommée la planète bleue, mais c'est un surnom relativement récent. Il a 40 ans, 50 ans. Il date des missions Apollo, quand pour la première fois, des hommes ont pu photographier la Terre depuis l'extérieur et photographier toute la Terre depuis l'extérieur, au moins la moitié, disons, l'hémisphère qui leur faisait face. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se rendre compte que la Terre était effectivement une planète bleue. Et elle est bleue grâce aux océans. 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Et on a donc là une planète extrêmement belle. D'ici pas très longtemps, chez SpaceX, ils vous proposeront des billets à $200 000 pour aller faire un petit tour à la limite inférieure de l'espace.
il y a de l'eau au-dessus et de l'eau au-dessous. C'est ça que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu lors d'une causerie précédente. Et ces eaux-là ont été décrites déjà dans Parashat Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au début de la création, Dieu a créé les cieux et la terre. Haaretz a été tohu vavohu, et la terre était tohu bohu, c'est comme ça qu'on traduit d'habitude. Vechosher al pene tehom, veruach Elohim merachefet al pene hamayim, et l'esprit de Dieu planait à la surface des eaux. De quoi s'agit-il? C'est intéressant puisque ont été créés les cieux et la terre. Alors ces eaux-là, d'où est-ce qu'elles viennent? Vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim. On a sauté quelques versets et Dieu dit il doit y avoir quelque chose qui s'appelle rakia à l'intérieur, au milieu des eaux. Vihim avdil ben maim la maim. Il va faire une séparation entre deux sortes d'eau et vayavdel ben hamayim asher mitachat la rakia ou ben hamayim asher me'al la rakia vayichen. Et Dieu a fait comme ça avec ce rakia une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vayikra Elohim la rakia Shamaim, et Dieu a créé ce rakia, il l'a appelé Shamaim. Vayire vayiboker yom sheni, il y a eu un soir, il y a eu un matin, deuxième jour. À un autre moment, Akadosh Baruch Hu donne un autre ordre, dit kavu amayim mitachat Shamaim. Alors il y a les eaux d'en haut, il y a le rakia, et il a donné l'ordre aux eaux d'en bas de se rassembler à un seul endroit afin que la terre, Ayabasha, la terre sèche puisse apparaître. Et alors, comme chaque fois que je parle de cela, je suis obligé de bien préciser que Rabbi Meir Gabbai a dit She'en ma'im elyonim ou ma'im tartonim ma'im mamash chalila. Il ne veut absolument pas qu'on explique ces versets-là en parlant d'eau pour de bon. Et il a une vision extrêmement profonde de tous ces chapitres-là. On ne va pas rentrer dans ce qu'il dit. Si quelqu'un a envie de le voir, il peut d'une part aller regarder le livre de Rabbi Meir Gabbai, qui est un Talmid Chacham du Moyen-Âge, ou bien aller lire le livre du Rav Infeld, Tzohar, les Bereshit, dans lequel il en fait état très, très, très longuement. וכן המעלה כן על ליבו, עליו הכתוב אומר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. C'est donc quelqu'un qui va dire, qui va en parler comme si c'était vraiment de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas. Alors pour Rabbi Meir Gabbai, c'est un menteur. Bon, je prends le risque. Voilà, de toute façon, parmi les autres commentateurs sur lesquels je peux m'appuyer, il y en a des suffisamment grands pour que je prenne un risque relativement limité. Cela dit, je suis un nain à côté d'eux, mais je suis un nain qui m'assied sur les épaules de ces géants-là. Rambam, Aramban, Ibn Ezra et encore d'autres. Toujours est-il qu'on a tout un tas d'autres références qui essaient de nous expliquer où sont ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas. Et regardez un petit peu ici. Me'al la rakia, al harakia lo ne'emar, et là me'al la rakia. Il n'est pas écrit que les eaux d'en haut vont reposer sur le rakia, mais qu'elles vont être au-dessus. Et donc, c'est qu'elles sont tluyim ba'avir. C'est donc que ces eaux-là sont suspendues en l'air. On va voir que ça a une importance de voir ça dans le commentaire de Rashi. Et un peu plus loin, on voit Rashi aussi qui nous dit Vayikra Elohim la rakia Shamaim, et Dieu a appelé rakia, il a appelé ça Shamaim. Et Rashi rapporte plusieurs commentaires qui sont dispersés dans la Gemara. Sa maim, porte l'eau, ou bien Sham maim, là-bas il y a de l'eau, mais dans certains cas, certains commentateurs ne lisent pas ça Sham maim, mais Shem maim, le nom de l'eau. Et d'autres qui disent Esh ou maim, il y a du feu et de l'eau, chez Irvan, Zebeze, qui ont été mélangés l'un avec l'autre. D'une manière comme de l'autre, ça nous indique une certaine vision de ce qu'il peut y avoir. Donc, ça, maïm, il faut porter de l'eau. Or, nous ne savons pas porter de l'eau. On peut en mettre un petit peu dans nos mains, mais ça coule de toute façon. Mais il peut y avoir de l'eau quelque part en l'air. D'ailleurs, ceux qui étudient le Daf Yomi l'ont vu il y a 2-3 jours, où on voit les Chachamim qui parlent de l'eau de pluie qui peut tomber pendant un Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'en prendre? Est-ce qu'on peut en faire? Et ils disent, en fait, cette eau, on sait qu'elle vient de l'océan, et c'est de l'océan qu'elle vient dans les nuages, et que les nuages la déversent chez nous. Ils pensaient simplement que le processus était beaucoup plus rapide que ce qu'il est, que ce dont on sait aujourd'hui qu'il est. Mais toujours est-il que
il y a déjà 2000 ans, les Chachamim savaient très bien d'où provenait la pluie. Et on a donc Sa Maïm, porte l'eau, ou bien Sham Maïm, là-bas il y a de l'eau, et Esh Maïm, il y a aussi de l'eau et du feu en même temps. On pourrait très bien se contenter de voir cela comme étant l'atmosphère au-dessus de nous, dans laquelle il y a des nuages. Là-bas, il y a de l'eau, ou bien Esh Maïm, dans les nuages, il y a souvent les deux à la fois. Il y a la foudre et il y a de l'eau. On a les deux en même temps dans les nuages, et les deux qui nous tombent dessus. Donc, ça se ressemble assez. Ça pourrait très bien être la bonne explication. Et d'ailleurs, si dans Bereshit Rabbah, Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Oshaya, nous parle de l'espace qu'il y a entre la terre et Rakia, il nous dit que c'est le même espace qu'il y a entre Rakia et les eaux d'en haut. Ça veut donc bien dire que Rakia, c'est une surface dont on ne sait pas exactement où elle est, et qui sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et on pourrait très bien se poser la question, donc, qui est ce fameux Rakia? Et il y a même un midrash qui nous raconte quelque chose au sujet des eaux d'en haut qui voulaient absolument se déverser vers en bas, et un malach est venu et il a mis sa main pour boucher le trou qui était dans le Rakia pour empêcher l'eau de descendre. Si vous pensez que ça ressemble à une histoire que les Hollandais vous racontent avec ce garçon qui a mis son doigt pour boucher le trou dans une digue, on peut souvent se demander d'où viennent les mythologies des Goïm. En général, on en trouve la source chez nous. Et, bon, on va continuer un petit peu. On va se retrouver toujours avec ce problème de quelles sont les eaux d'en haut et quelles sont les eaux d'en bas. Et on va voir ici, Maaseh Rabbi Yoshua, Shaya Mehaler Beistrata, Vehaya Ben Zoma Bakenegdo. Rabbi Yoshua était allé dans la rue. Istrata, c'est ce qui a donné street en anglais, c'est la rue. Il était dans une rue et il a rencontré, venant en face de lui, Ben Zoma. Igia etzlo velo natan lo shalom. Ils se sont rencontrés, mais il ne lui a pas dit bonjour. Amar lo me'ain le'ain Ben Zoma, d'où viens-tu et où vas-tu, Ben Zoma? Et il lui dit, Tsofe haïti b'maaseh bereshit, ve'en ben ma'im elyonim le ma'im atartonim afilut tefach. Et j'étais en train de me poser des questions, d'étudier, d'observer, c'est ce qu'il disait en fait. J'étais en train d'observer l'œuvre de la création, et j'ai comme ça découvert qu'entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il n'y a à peu près aucune séparation, même pas un empan, puisqu'il est écrit « Veruach Elohim merachefet al penei hamayim ». On voit que les Chachamim, ça les a beaucoup occupés de savoir quelle était la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Rabbi Yoshua n'a pas tellement aimé les occupations de Ben Zoma, et il a même dit, c'est ce que vous voyez en bas, Kvar Ben Zoma mi bachutz, il a dit Ben Zoma où il a déjà complètement déraillé. C'est terrible, ça a déraillé à cause de l'eau, ça sonne un peu bizarre, mais enfin, toujours est-il que la Tosefta se termine en disant peu de jours après, Ben Zoma est remonté chez son créateur. Bon, toujours est-il qu'on ne sait toujours pas où est l'eau d'en haut, où est l'eau d'en bas, et la science d'aujourd'hui, on va peut-être avancer un peu de ce côté-là, se pose la question effectivement où est l'eau d'en haut et où est l'eau d'en bas. Cette superbe image que vous voyez là est une photo qui a été prise depuis la Station spatiale internationale, et on y voit un lever de soleil. Ce que vous voyez en blanc, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une toute petite couche qui entoure cette énorme boule qui s'appelle la Terre, qui est énorme à notre échelle à nous, mais qui n'est pas si grande que ça à l'échelle des autres planètes, à l'échelle du cosmos. Et l'atmosphère, c'est vraiment une petite couche très, très ténue. En réalité, elle ne s'arrête pas vraiment à cet endroit-là. L'atmosphère continue encore très loin, et il y a encore un petit peu, mais déjà, il est communément accepté que l'espace commence à 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est une décision relativement saine, mais relativement arbitraire. Il y a encore des molécules de quelque chose autour, et c'est pour ça qu'on est obligé de corriger les trajectoires de la Station spatiale internationale ou des satellites, parce que malgré tout, il y a quelques frottements sur ces molécules de quelque chose qui existe encore un petit peu là-haut, mais c'est très, très, très ténu. Vous savez très bien que quand vous êtes à 4000 mètres d'altitude, déjà, vous avez du mal à respirer, et à 100 km d'altitude, on est vraiment très loin. Si vous avez pris votre billet pour un des vols de SpaceX, il vous emmènera un
petit peu en dessous de ces 100 km-là. Il est prévu qu'il vous emmène vers 90 km, 99 km peut-être. Ce n'est pas encore vraiment l'espace, mais c'est déjà assez impressionnant. 200 000 $, je vous l'ai dit. Toujours est-il qu'on va revenir maintenant à essayer de comprendre d'où viennent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a dans le système solaire un certain nombre de planètes que vous pouvez voir sur le côté gauche. Les distances ne sont pas franchement à l'échelle. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, une ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, après Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, tout petit, perdu quelque part par là-dedans, dans la grande ceinture qui est ici, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et il y a d'autres objets qu'on a découverts dans la ceinture de Kuiper, bien plus gros que Pluton. Pluton a été déclassé il y a 12 ans de son statut de 9e planète pour n'être plus qu'une planète naine, mais la 9e planète est en train apparemment d'être découverte. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que l'on a de bonnes indications dans les observations qu'il y a quelque part, 4000 fois plus loin que Neptune, une planète assez grosse, de la taille de Saturne à peu près, si j'ai bien compris. Alors, d'où vient l'eau qui est sur la Terre? Quand on sait que sur Mercure et Vénus, il y a très peu de chances qu'il y ait de l'eau, il fait trop chaud là-bas. Puis sur Vénus, la pression atmosphérique au sol est 400 fois la pression atmosphérique que nous avons au sol sur la Terre. Les premières sondes que les Russes ont envoyées, qui ont essayé de se poser sur Vénus, en l'espace de moins d'une heure, étaient devenues une espèce de plaque de métal fondue et difforme. Une grande théorie était que l'eau sur la Terre est arrivée parce que des astéroïdes sont sortis de la ceinture principale et sont venus s'écraser sur la Terre. La probabilité de choses comme celle-là est assez faible, mais enfin bon, ça arrive quand même de temps en temps. Il y a malgré tout quelques milliers de tonnes de matière extraterrestre qui vient se poser ou s'écraser sur la Terre chaque année. Et par exemple, dans le désert du sud marocain, il y a des gens qui cherchent ces météorites-là. Après, ça se vend à prix d'or. Pourquoi dans le désert du sud marocain? Parce que comme il n'y a personne, alors c'est plus facile de les trouver. On en trouve aussi pas mal en Antarctique sur la glace. Si jamais vous en prenez une sur la tête, ça peut faire très mal, mais en général, ça n'arrive pas. Ce qui s'est passé, c'est que, en particulier, les Américains ont envoyé un certain nombre de sondes pour aller visiter des astéroïdes, et trouver de l'eau n'a pas été une chose facile. Mais pourtant, il faut absolument chercher, parce qu'il doit y en avoir, il doit y avoir beaucoup d'eau là-bas, puisque le Midrash nous dit « Hamaim ha'elyonim yeterim ala tartonim » il y a beaucoup plus d'eau en haut que ce qu'il y a d'eau en bas. Alors, on est allé chercher, et les Américains ont envoyé des sondes, et en particulier, il y a en ce moment 2-3 sondes qui sont quelque part dans la ceinture d'astéroïdes, une qui a visité l'astéroïde le plus gros de tous, Cérès, et elle a effectivement trouvé de l'eau là-bas, en tout cas de la glace d'eau. Le problème est qu'elle n'en a pas trouvé beaucoup. Alors, on s'est dit qu'il devait y avoir de l'eau ailleurs, et si vous regardez la structure du système solaire, mais alors vraiment à beaucoup plus grande échelle, le Soleil est là au milieu, en rouge c'est l'orbite de la Terre, ici vous avez l'orbite de Pluton, là il y a l'orbite d'un autre objet qu'on connaît maintenant dans la ceinture de Kuiper, et on pense que là-bas il y a énormément, il y a des milliards d'objets dont beaucoup sont effectivement faits de glace. Et probablement de là-bas, de temps en temps, pour des perturbations gravitationnelles, des objets sortent de là-bas et certains sont projetés vers l'intérieur du système solaire et peuvent arriver près de la Terre. Et probablement, certains d'entre eux se sont écrasés sur la Terre et nous ont apporté les quantités impressionnantes d'eau que l'on avait là-bas. Et donc, peut-être que ce fameux rakia, ça pourrait être l'atmosphère qui sépare les eaux qui sont sur la Terre des eaux qui sont en haut. Mais malgré tout, on n'en sait pas grand-chose. Et les théories vont encore bon train. Et il y a encore plus loin que la ceinture de Kuiper, il y a le nuage de Oort. Oort était toujours un astronome hollandais. Et d'après le modèle, il y a un nuage non plus dans le plan de l'écliptique, c'est plus seulement une ceinture, mais tout un nuage, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment en 3 dimensions, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Vous voyez, le rayon, c'est 100 000 unités astronomiques. UA, c'est pour unité astronomique. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc 100 000 fois 150 millions de kilomètres, ce serait ça le rayon du nuage de Oort. On a de bonnes raisons de penser qu'il existe vraiment, mais on ne sait pas grand-chose sur lui. De nouveau, il faut attendre un petit peu, encore quelques centaines d'années, je pense qu'on en saura un petit peu plus. À ce moment-là, vous me poserez la question.
Et donc, beaucoup d'astronomes pensent que les comètes viennent du nuage de Oort, donc d'encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et quand elles arrivent, elles peuvent s'écraser quelquefois sur la Terre. Mais vous savez, la semaine dernière, un astéroïde est passé à 22 000 kilomètres de la surface de la Terre. C'est moins que les satellites de télécommunications qui sont sur des orbites géostationnaires à 36 000 kilomètres. La Lune, n'en parlons pas, elle est à 350, entre 350 et 380 000 kilomètres de la Terre. Donc cet astéroïde est passé très très près. Ça arrive 2-3 fois par an. Bon, il n'aurait pas fait grand-chose, il faisait seulement 20 mètres de diamètre. Mais pour qu'il fasse un vrai dégât, il faudrait quand même 150 ou quelque chose comme ça, 150 mètres de diamètre. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais je ne sais pas s'il y avait de l'eau là-bas dessus. Ici, profitons-en. Vous avez une photo d'une montagne qui est sur Cérès, une montagne assez haute qui s'appelle Ahuna Mons. Elle est entièrement faite de glace d'eau. Voilà des photos de Cérès et les taches blanches que vous voyez sont vraisemblablement des taches faites de glace et de glace d'eau. Il y a d'autres endroits comme sur des satellites de Saturne. Saturne est une planète gazeuse, il n'y a pas de glace, mais sur certains de ces satellites, il y a de la glace, mais c'est en général de la glace de méthane, pas de la glace d'eau. On trouve de la glace d'eau ailleurs, on en trouve sur certains astéroïdes, on en trouve sur certaines comètes. Et c'est effectivement ce que l'on a trouvé sur la comète de... Ça, c'est juste pour vous montrer des images de comètes parce que c'est vraiment très beau. Vous avez vu que les comètes ont deux queues, oui, une très brillante et une qui l'est beaucoup moins, parce que l'une est provoquée par le vent solaire qui chasse des particules très petites, des noyaux d'atomes, des électrons. Celle qu'on voit le mieux, c'est celle qui est provoquée par la chaleur du soleil qui fait fondre la glace, justement, et qui donc crée ce panache de très belle qualité. La comète de Halley, qui est très connue, apparaît dans la Gemara. C'est la seule comète, à ma connaissance, qui apparaît dans la Gemara, comme une comète qui apparaît tous les 70 ans. Maintenant, le destin des comètes, ça peut être de s'écraser sur des planètes. Vous avez ici une comète qui s'appelait la comète de Schumacher-Levy, qui s'est désintégrée à cause de phénomènes de marée provoqués par Jupiter. Elle s'est décomposée en énormément de fragments et elle a fini par s'écraser sur Jupiter. Et là, on a une image juste au moment de l'impact. Là, on a les traces de l'impact à la surface de Jupiter. Ça aussi, c'est une surface gazeuse, mais malgré tout, ça a laissé quand même des traces. Donc, la comète de Schumacher-Levy n'existe plus. Ça, c'est la comète de Churyumov-Gerasimenko. Celle-là a été explorée par une sonde européenne. Là-bas, on a trouvé de l'eau. On a trouvé de la glace d'eau. Simplement, on a trouvé de la glace d'eau qui est très différente de la glace d'eau ou de l'eau que l'on trouve sur Terre, parce qu'il existe de l'hydrogène. Il faut 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène pour faire une molécule d'eau. Mais quelquefois, au lieu d'hydrogène, on a du deutérium, le même nombre d'électrons, 1 électron, mais au lieu d'avoir seulement un proton, on a un proton et un neutron. C'est plus lourd, c'est 2 fois plus lourd. Et quand c'est avec ça qu'on fabrique de l'eau, eh bien, on a ce qu'on appelle de l'eau lourde. Vous avez vu le film La bataille de l'eau lourde quand vous étiez un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui. Il existe un 3e isotope qui s'appelle le tritium avec 2 neutrons, mais ça, c'est beaucoup plus lourd, c'est 3 fois plus lourd qu'un atome d'hydrogène, et il y en a très très peu, on sait les fabriquer artificiellement, mais la vie du tritium est extrêmement brève. Toujours est-il, je dis toujours est-il parce qu'on est en train d'avancer petit à petit, on a vérifié et la composition de l'eau que l'on a trouvée sur la comète là-haut, c'est-à-dire la proportion qu'on appelle D sur H, de la quantité d'eau lourde par rapport à l'eau ordinaire qu'on a trouvée sur la comète est différente de celle que l'on a dans les océans sur Terre. C'est un peu gênant. Voilà, ça c'est l'endroit où en Norvège, pendant la guerre, on fabriquait l'eau lourde et les Allemands se sont emparés de l'endroit. Un commando allié a réussi à détruire le stock. C'était très important d'avoir de l'eau lourde pour fabriquer des bombes atomiques. Ça c'est là, on a déjà vu cette brave comète. Il faut quand même que j'avance un peu pour revenir à mon Isuhamai. Il y a quelques années, en 1985, des géologues qui étudiaient ce qui se passait sur l'île de Baffin, sur la terre de Baffin, qui est une énorme île au nord du Canada, ont trouvé des roches dont l'origine était du noyau interne de la Terre, pas forcément du noyau, mais du plasma, en tout cas très loin au-dessous de nos pieds, et des roches volcaniques. Et le volcanisme fait venir des matériaux qui viennent de l'intérieur de la Terre, qui sont souvent c'est du plasma, vous voyez, à une profondeur de 2900 km, il y a une couche comme ça. C'est plutôt un liquide, ça monte par des failles, il y a des poches de magma, et puis ça peut monter, simplement se déverser,
ou bien créer des volcans qui ont des éruptions. Et on peut trouver des roches volcaniques un petit peu partout. Et sur cette île de Baffin, sur cette terre de Baffin, ces géologues ont trouvé des pierres qui venaient donc de très loin au centre de la Terre, ou vers le centre de la Terre, et la proportion d'eau lourde par rapport à l'eau normale qui était contenue dans ces pierres, il y a toujours de l'eau dans les pierres, eh bien, elle était différente de celle que l'on a dans les océans, très différente. Petit détail, c'est assez proche de ce qu'on a trouvé sur la comète. Et du coup, certains sont en train de se demander si Rakia, eh bien, ce n'est pas tout simplement la surface de la Terre qui fait la différence entre l'eau qui est à l'intérieur de la Terre, il y en a beaucoup, et l'eau qui est à la surface de la Terre, qui, elle, peut-être vient de plus loin, et la comète serait un cas particulier, mais on ne pourrait pas en tirer des conclusions générales. Alors, où est Rakia? Ben, je n'en sais toujours rien. Et quelles sont les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Je reconnais que je n'en sais toujours rien. J'ai comme ça un certain nombre d'hypothèses. On étudie la chose, on essaye d'en savoir un petit peu plus. Vous allez sortir de ma causerie avec probablement plus de questions que de réponses. N'empêche que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas doivent absolument être séparées. C'est extrêmement important et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait lors de la création et qu'il a immédiatement séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pourquoi était-il si important que ces eaux soient séparées? Eh bien, tout simplement parce que si ces eaux-là se rencontrent, c'est extrêmement dangereux. Regardez ici ce que les eaux qui sont simplement en un endroit sont capables de faire. Cette photo est une photo du tsunami qui est de Fukushima il y a quelques années. Oui. C'est au moment où le tsunami franchit la barrière anti-tsunami qu'il y avait sur la côte du Japon et tout s'est déversé. Vous vous souvenez très bien du nombre de morts et des destructions ahurissantes qui ont été provoquées par ce tsunami. Ce tsunami a été provoqué par un tremblement de terre. C'est un choc très violent qui a provoqué la création d'une vague énorme. C'était un tremblement de terre de degré 9 sur l'échelle de Richter, ce qui est 9,5, pardon, ce qui est immense. Et ces eaux-là ont été immédiatement mises en branle. Un tsunami se propage à des centaines de kilomètres par heure. C'est une quantité d'énergie effrayante qui est mise en œuvre et les dégâts que ça peut faire sont aussi effrayants. Et maintenant, des dégâts de ce genre-là sont en fait les dégâts qu'on a vus lorsqu'on a entendu parler du déluge. Alors, le déluge n'était pas un tsunami, c'était tout à fait autre chose. Des tsunamis, on en voit apparaître d'autres dans le Tanakh, mais dans le cas du déluge, il s'est passé quelque chose. On n'a pas de photos de l'époque, parce qu'apparemment les photographes de presse n'ont pas eu le temps d'arriver. Mais on peut imaginer justement à l'aide de ce genre d'images ce qui a bien pu se passer. Dans l'année 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour, jaillirent toutes les sources de l'immense abîme et les cataractes du ciel s'ouvrirent. Ça veut dire que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont rencontrées. Chose qui n'était jamais arrivée pendant les 1000 ans d'existence du monde jusqu'au déluge. Les eaux d'en haut sont restées en haut, les eaux d'en bas sont restées en bas et elles ne se sont jamais rencontrées. Or, à l'année 600 de la vie de Noé, ces eaux se sont rencontrées et ça a détruit tout le monde. Le monde au sens de la Terre, la planète Terre. Et alors, la planète Terre, ou bien certains commentateurs disent tout le Moyen-Orient et un petit peu au-delà, parce que c'est ça qui était connu à l'époque, mais il y a des traces dans les écrits, pas dans les écrits, mais enfin dans les traditions aztèques et autres, il y a quand même des traces qui font penser qu'ils ont su quelque chose, ils ont vécu quelque chose de cette époque-là. La rencontre des eaux d'en haut et des eaux d'en bas est une rencontre dangereuse. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les a séparés. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Peut-être qu'une vague idée on peut avoir à l'aide de ce qui s'est passé à l'époque de Noé, parce que la situation globale du monde était très mauvaise. Non seulement l'humanité se comportait très mal, mais ils avaient réussi à pourrir aussi le règne animal et le règne végétal. Rien n'allait bien. Seuls les poissons s'en sont bien sortis, mais rien n'allait bien. Et le libéralisme effréné de la vie de l'humanité à l'époque avait atteint le règne animal aussi, que ce soit dans les relations entre hommes et femmes qui avaient été totalement perturbées. Et vous pouvez deviner comment en lisant les journaux d'aujourd'hui. Ça avait perturbé aussi les relations entre les humains et les animaux pour les mêmes raisons.
Ça avait perturbé aussi les relations entre les humains pour des raisons de droiture. Le vol Hamas qui est évoqué là-bas, c'est simplement une absence totale de droiture. Les uns volaient les autres, c'est pire encore que ce qu'il y avait à Sodome. Et donc, la seule chose qui a pu être faite, c'était ce fameux Maboul, ce déluge, et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont rencontrées, et ça a été extrêmement dangereux. Et c'est peut-être cela qui va nous expliquer pourquoi on a cette mitzvah de Nisur Hamayim Asukot. Enfin, j'y reviens. Tout simplement parce que ce que l'on va faire, en oubliant un petit peu qu'une des possibilités que les eaux d'en haut soient les eaux qui viennent d'au-delà de l'atmosphère, de l'espace, en pensant simplement que la séparation serait la surface de la Terre, et donc les eaux d'en haut seraient les eaux qui viennent du ciel, et les eaux d'en bas seraient les eaux qui viennent du centre de la Terre, et on va se retrouver ici avec de l'eau que l'on est allé puiser, qui est à la surface, au-dessus de la surface de la Terre, et on l'a ramenée au Beth Amikdash, et au Beth Amikdash, on va verser cette eau, et on va la verser par en haut, et elle va aller rejoindre les eaux qui sont en bas, par ce fameux tuyau. Oui, si vous voyez ici la fameuse coupelle, il y en a une pour l'eau et une pour le vin. On a dit celle qui est à l'ouest, c'était pour l'eau, et celle qui est à l'est, c'est pour le vin. Vous vous souvenez, le Kevesh, on avait dit qu'il allait du sud vers le nord, donc quand on tourne vers là, on tourne vers l'ouest. Alors cette coupelle est plus à l'est que celle-là. Et donc vous voyez bien le Kohen qui est en train de verser de l'eau. Celui-ci est en train de verser du vin. Et cette eau maintenant va descendre dans un tuyau, elle va descendre assez loin en dessous du Misbéach, et elle va aller rejoindre les eaux d'en bas. Et en fait, ce que l'on fait au Beth Amikdash, eh bien, le travail, le service divin que l'on fait au Beth Amikdash est un service qui est destiné dans tous les cas à essayer de créer une union, d'essayer de créer un contact. On a d'habitude une description, et c'est à ça qu'on s'intéresse, cette description du lien que l'on va avoir depuis le Beth Amikdash vers en haut, c'est cette description que l'on a ici avec le feu qui est sur le Misbéach. C'est là que l'on brûle les parties des animaux qui ont été sacrifiés. Et au-dessus de cela, il y a cette colonne de fumée qui monte et qui monte droit, qui n'est pas dispersée par le vent. Et ce qui fait que depuis des dizaines de kilomètres alentour, on peut voir cela. Si vous êtes quelque part du côté du Kever Shmuel Hanavi, alors vous pouvez voir jusqu'au Beth Amikdash et vous voyez cette colonne de fumée. Mais même plus loin, si vous ne voyez pas le Beth Amikdash malgré tout, comme cette colonne de fumée n'est pas dispersée, alors on peut la voir et elle nous donne cette réalisation comme d'un cordon ombilical, de ce cordon qui va relier le ciel et la terre et par lequel cette union entre Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata, entre Yerushalayim d'en haut et Yerushalayim d'en bas, et toute cette union que Akadosh Baruch Hu cherche à faire avec nous, on peut la voir et on la voit de façon extrêmement précise. Mais là, on arrive à le comprendre et on arrive à percevoir qu'il faut qu'on arrive à se réunir avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, hier à Yom Kippour, on a réussi à faire venir la Shrina vers en bas. C'est ce qu'a fait le Kohen Gadol. C'est comme ça qu'il comptait Achat, Achat ve'Achat, Achat u'Shtaim, Achat ve'Shalosh, jusqu'à Achat ve'Sheva. Le premier Achat, c'est pour appeler la Shrina, et les 7 autres, c'est pour la faire descendre Rakia après Rakia. En fait, là-bas, la Gemara décrit 7 Rekiim, pour la faire descendre 7 étapes pour qu'elle soit avec nous. Et à la fin de Yom Kippour, on l'a raccompagnée en disant 7 fois Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Mais on a toujours cette volonté de se retrouver ensemble avec la Shrina qui va venir d'en haut, qui va venir chez nous. Shrina, c'est l'Ishkon pour qu'elle habite chez nous. Mais plus bas que nos pieds, eh bien, on ne l'a pas vu. Et le fait que le Tzduki ait versé l'eau sur ses pieds, c'est ma façon à moi de comprendre, je pense à ça maintenant, c'est que peut-être il voulait dire plus bas que nos pieds, il n'y a rien. Et ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de faire. Et la Torah ne vous a jamais demandé de faire quelque chose qui n'a aucun sens. Et les Pérushim nous dit bien au contraire. On va chercher à faire se rencontrer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sans danger. C'est exactement ça qu'on fait au Beth Amikdash aux 3 fêtes. Là-bas, il est marqué Shalosh pe'amim bashana yerae kol zechocha, 3 fois par an, tous les mâles chez toi, parce que la mitzvah est pour les hommes, les femmes en sont dispensées. Yerae kol zechocha et pene Hashem. Et on va pouvoir rencontrer, voir la face d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'à Moshe Rabbeinu, il a été dit que l'homme ne peut pas voir Dieu en face. 3 fois par an, Am Israël
comme un klal, va pouvoir arriver au Beth Amikdash et voir Akadosh Baruch Hu sans danger. De la même façon que le Kohen Gadol fait tout ce qu'il a fait, tout son Seder Avoda, afin de lui permettre de rentrer dans le Kodesh HaKodashim sans danger. On a maintenant ce Nisur HaMaïm, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas vont pouvoir se rencontrer sans danger. Et c'est pour ça qu'il y a une telle simcha et qu'on peut comprendre d'une part que ce soit un peu caché, qu'il y ait juste une allusion dans la Torah, parce que c'est quelque chose d'extrêmement fin, c'est quelque chose d'extrêmement caché, c'est quelque chose d'extrêmement profond, sans jeu de mots. Et, il y a juste une allusion. Et Ruach HaKodesh, on est en fait à un stade plus élevé que la création de ce lien que l'on a ici sur le Misbéar, quand on arrive à créer le lien qui lui aussi est caché. Une fois qu'on a versé l'eau, elle descend, mais de façon cachée. Ces choses cachées que l'on peut avoir pour créer encore un autre lien beaucoup plus profond, beaucoup plus important, et qui va nous donner Ruach HaKodesh et une simcha énorme, simchat Bet HaShoeva. Yehi Ratzon, que nous arrivions bientôt à faire ce genre de lien-là, qu'on arrive à raccrocher les morceaux, tous les morceaux qui nous gênent en ce moment en étant complètement éclatés, qu'on est éclaté pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Chacun est chez soi, chacun est dans de tout petits minyan, des gens ne sortent pas de chez eux, d'autres manifestent pour faire éclater le peuple juif encore un peu plus fort, d'autres ne font pas attention, etc., etc. Yehi Ratzon shenizke להתאחד, לאחד מים מלמעלה ומים מלמטה, המים העליונים והמים התחתונים, parce qu'il est important de savoir qu'il faut absolument faire réunir les eaux d'ici et les eaux de là. Merci. Une question, après Oui. on va ouvrir les micros. J'ai compris quelles sont les eaux d'en bas, c'est la brichat et Shiloh, on prend l'eau. Mais c'est quoi les eaux d'en haut dans le Beth Amikdash? Ben, je crois qu'en fait, celle-là, c'est les eaux d'en haut. Parce que c'est de l'eau qui est à la surface de la terre. C'est pas de l'eau qui est on va prendre de l'eau qui est à la surface de la terre. Elle est simplement elle est à cet endroit, dans ce bassin. En fait, il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont liées à cet endroit-là. Il y a un endroit dans la Gemara où cet endroit est appelé Mei Gichon Elion. Alors, c'est un petit peu bizarre, oui, parce qu'on descend là-bas. Et pourtant, ça s'appelle Mei Gichon Elion. Alors, il y a des gens qui pensent que le Gichon, c'était en haut, là où il y a aujourd'hui Brichot Sultan. Ceux qui ne pensent pas que c'est si haut, c'est un petit peu plus bas, c'est Gei Benehinom, le morceau de vallée où il y a la cinémathèque. Mais toujours est-il que Yordim le Mei Gichon Elion. On descend aux eaux du Gichon supérieur. Avec les Juifs, tout est compliqué. C'est-à-dire, Toda Rabba, j'ouvre maintenant les micros pour ceux qui veulent poser des questions, des remarques, c'est le moment. Je vois que sur le chat, quelqu'un fait la remarque que Eretz Israël n'a pas été touché par le déluge. C'est parfaitement exact. N'empêche que le danger existait quand même, puisque le reste du monde a été détruit. Mais grâce à Dieu, Eretz Israël ne l'a pas été. Ou du moins, elle n'a pas été touchée de cette façon-là, mais les eaux ont débordé et ont fini par venir un petit peu quand même et couvrir Eretz Israël. Ça n'a pas été le phénomène cataclysmique que l'on a décrit, du moins d'après certains commentateurs. Pour la personne Annie Weiler, qui nous écrit qu'un cumulonimbus peut contenir 3 millions de litres d'eau, oui, effectivement, c'est extrêmement important, c'est extrêmement grand, c'est beaucoup d'eau. Mais pour l'instant, nous avons affaire à un Romain qui s'appelle coronavirus et pas cumulonimbus. Vous avez raison. Les cumulonimbus sont des nuages ahurissants. Oui, je vois des micros ouverts. Daniel, vous voulez parler? Pour la personne, pour Cyril qui me fait une remarque au sujet de l'archéologie, c'est possible. C'est possible. Je ne suis pas un spécialiste d'archéologie. J'en suis resté à ce qu'on m'a expliqué il y a